J'entends encore la voix de mon père fendre ce grand salon comme un couteau. Il baissa les yeux sur mes mains couvertes de graisse, pointa la porte d'entrée et dit, « Tu ne seras jamais rien de plus qu'un sale mécanicien. Ton frère mérite la fortune de cette famille parce qu'au moins, il est devenu quelqu'un. » Tous les proches autour de lui hochèrent la tête ou rirent. En une seule nuit, je fus déshérité par mes parents, effacé de l'héritage familial et jeté sous une pluie glaciale, sans rien d'autre que les vêtements que je portais. Ce qui faisait mal, ce n'était pas de perdre l'argent. C'était de réaliser que ma propre famille estimait que ma vie entière ne valait rien parce que je réparais des moteurs au lieu de porter un costume sur mesure. 5 mois plus tard, le même père qui m'avait mis à l'écart pleurait au téléphone, me suppliant pour un demi-million de dollars afin de sauver mon frère de la prison fédérale. Mais avant de vous raconter ce que j'ai fait, vous devez comprendre comment tout a dégénéré jusqu'à ce moment incroyable. C'était un mardi soir lorsque le message arriva de ma mère. Il était bref, froid, et portait le poids indéniable d'un ordre plutôt que d'une invitation. Réunion de famille à 20h, présence obligatoire. Grande nouvelle. Je savais déjà quelle serait l'ambiance générale avant même de tourner mon pick-up cabossé et rouillé sur leur allée de banlieue immaculée, bordée d'arbres. La propriété se dressait au bout du cul-de-sac comme un monument imposant à l'ego financier et au prestige creux. De massives colonnes blanches soutenaient un grand portique. Des haies parfaitement taillées bordaient les allées comme de silencieux soldats verts, et un air de supériorité tranquille et suffocante semblait étouffer l'oxygène dès que l'on montait sur le porche. J'essuyais mes lourdes bottes de sécurité sur le paillasson, un geste né de l'habitude, sachant très bien que, peu importe à quel point je me frottais les saules, j'apporterais toujours trop de saleté et de réalité dans leur monde stérile et parfaitement organisé. Quand je poussais la lourde porte d'entrée en chaîne et entrais dans le grand salon, la scène était déjà prête, comme une pièce de théâtre soigneusement répétée. Mon père, Valérian, se tenait près de l'immense cheminée en marbre. Il faisait tournoyer un verre d'ambercotch, posant comme s'il tenait audience dans une salle de réunion d'entreprise plutôt que chez lui. Ma mère, Ève, était assise rigidement au bord du canapé en velours moelleux. Ses mains étaient soigneusement pliées sur ses genoux, et elle arborait ce même sourire tendu et inflexible qu'elle utilisait toujours lorsqu'elle essayait désespérément de faire croire que tout était parfait dans notre famille. Et puis, près du grand piano, se tenait Jess, mon jeune frère, l'enfant prodige. Il était appuyé contre le bois noir poli, portant un costume italien sur mesure qui coûtait probablement plus cher que toute ma collection d'outils professionnels. Il essuyait négligemment l'écran de son nouveau smartphone avec un mouchoir en soie, l'air totalement ennuyé par mon arrivée. Je me tenais près de l'arche de la porte, portant toujours ma lourde veste de travail en toile. Le tissu sentait fortement l'huile de moteur, le flux de soudure et la sueur honnête et éreintante. Je ne pris pas la peine de m'asseoir sur leurs meubles immaculés. J'avais appris il y a longtemps à ne pas me sentir à l'aise dans une pièce où ma présence n'était tolérée que par obligation, jamais réellement bienvenue. Mon père racla sa gorge, posant son verre en cristal sur la cheminée avec un cliquetis lourd qui résonna dans la pièce silencieuse. « Ronin, tu es en retard », commença-t-il, sa voix résonnant avec cette vieille et lourde autorité de dirigeant bancaire qui exigeait une soumission immédiate. Je ne pris pas la peine de souligner que je venais de faire un quart de 14 heures au garage, reconstruisant une transmission à main nue pendant qu'il était assis dans un bureau climatisé. Je vous ai tous réunis ici ce soir parce que nous avons atteint un point critique dans la trajectoire de cette famille, continua Valérian, bombant légèrement le torse. Jess vient de finaliser le plan d'affaires complet pour sa nouvelle start-up de technologie financière. J'ai examiné les documents et les projections de revenus sont phénoménales. Un travail vraiment révolutionnaire. Jess n'eut même pas la décence de lever les yeux de son téléphone. Il se contenta d'offrir un sourire suffisant et paresseux à la pièce. Ma mère rayonna, ses yeux brillants d'une adoration qu'elle n'avait jamais une seule fois dirigée vers moi. Pour s'assurer que cette nouvelle entreprise dispose de la bonne rampe de lancement pour dominer le marché, dit mon père, ses yeux quittant finalement Jess pour se fixer sur les miens, froids et calculateurs. J'ai décidé de liquider une partie importante de nos actifs. J'investis l'intégralité du fonds fiduciaire de votre grand-père ainsi que la majeure partie de mon capital liquide disponible directement dans la société de Jess. De plus, j'ai demandé à mes avocats de restructurer mon testament. La propriété et tous les actifs financiers restants iront entièrement à Jess pour protéger les intérêts de l'entreprise. La pièce devint silencieuse. Le crépitement du bois dans la cheminée résonna soudain comme des coups de feu lointains. Je restais là, laissant les mots lourds se frayer un chemin dans mon esprit fatigué. Il ne s'agissait jamais seulement de l'argent.
Je ne me souciais jamais de leur richesse. C'était le principe de l'acte. C'était la déclaration finale et indéniable de mon inutilité à ses yeux. Je pris une lente et profonde inspiration, forçant mon rythme cardiaque à rester stable, gardant ma voix parfaitement égale. Alors, si je comprends bien. Vous jetez chaque centime de l'héritage familial dans une application technologique qui n'existe même pas encore, et vous me coupez entièrement? Ce nouveau plan directeur familial inclut-il un quelconque soutien pour mon atelier? Un quelconque investissement dans l'entreprise que j'essaie de construire? Mon père laissa échapper un rire moqueur et aigu. C'était un son cruel qui me racla douloureusement la colonne vertébrale. Ton atelier, cracha-t-il presque les mots sur le tapis perçant. Ronin, regarde-toi. Tu as de la graisse gravée en permanence sur ta peau. Tu passes tes journées à ramper sous du métal rouillé dans un entrepôt froid et décrépit. Je te dis depuis 10 ans d'obtenir un vrai diplôme, de porter un costume, de faire quelque chose de respectable du nom de Valérian. Tu as obstinément choisi d'être un garagiste. Il pointa un doigt raide directement sur ma poitrine. Je ne laisserai pas un seul centime de l'argent durement gagné de cette famille s'écouler dans ces tas de ferrailles rouillées avec lesquelles tu joues. Ta carrière est de la merde, Ronin. C'est une honte pour tout ce que j'ai construit. Tu veux vivre dans la crasse? Bien, mais tu es effacé de l'héritage de cette famille à partir de ce soir. Je veux que tu sortes de cette maison, et je ne veux pas te revoir ici tant que tu n'auras rien à montrer de ta vie à part des mains sales et un compte bancaire vide. Je regardai lentement ma mère. Elle détourna rapidement le regard. Soudain, elle trouva le motif complexe du tapis être la chose la plus fascinante du monde. Elle ne me défendrait pas. Elle ne l'avait jamais fait. Je déplaçai mon regard vers Jess. Il finit par ranger son téléphone coûteux, me laissant échapper un petit soupir condescendant, secouant la tête. « Allez, Ro, dit Jess doucement, son ton dégoulinant de condescendance. Ne gâche pas la soirée. Juste parce que tu ne comprends pas la haute finance. Quelqu'un doit bien réparer les voitures pour les gens qui dirigent réellement le monde, n'est-ce pas? Je ne criais pas. Je ne renversai pas la table basse en verre. Je sentis juste une profonde et glaciale clarté m'envahir. La colère persistante s'éteignit en un instant, ne laissant qu'une résolution froide, dure et incassable. Je regardai mon père droit dans les yeux, soutenant son regard jusqu'à ce qu'il se déplace inconfortablement. « Tu as raison sur une chose, dis-je doucement, le calme de ma voix m'inquiétant moi-même. Je travaille avec mes mains, et ces mains vont construire quelque chose que tu ne pourrais jamais te permettre d'acheter. » Je me retournai et sortis par la porte d'entrée. La lourde porte en chêne claqua derrière moi, scellant ce chapitre agonisant de ma vie pour toujours. Je montai dans l'habitacle froid de mon camion, tournai la clé et écoutai le vieux moteur diesel rugir. Alors que je m'éloignais de la propriété, serrant le volant fissuré jusqu'à ce que mes jointures deviennent d'un blanc pur, je fis un vœu silencieux dans l'obscurité. Il pensait m'avoir enterré profondément dans la terre. Mais pensait-il vraiment qu'un mécanicien ne saurait pas comment construire un bulldozer pour s'en sortir? Combien de douleurs une personne doit-elle endurer avant que l'amour pour sa famille ne se transforme enfin en cendres? Le long trajet sombre vers mon quartier miteux de la ville fut une descente agonisante dans des souvenirs que j'avais passé des années à tenter désespérément de maintenir enfouis. Vous voyez, le rejet brutal que je venais de subir dans ce luxueux salon n'était pas un incident isolé. Ce n'était pas une poussée de colère soudaine. C'était juste le grand final d'une vie passée à être traité comme un citoyen de seconde zone dans ma propre maison. Alors que les lumières de l'autoroute scintillaient à travers le pare-brise, mon esprit se transforma en un musée sombre et silencieux, me forçant à traverser les douloureuses expositions de mon passé. Chaque souvenir était un témoignage frappant des manières silencieuses, subtiles et constantes avec lesquelles ma famille avait érodé mon âme. L'exposition à de mon musée mental de la douleur fut le jour de ma remise de diplôme. Pas un lycée chic ou une université de l'Ivy League, mais le jour où j'ai finalement terminé ma certification avancée de mécanicien diesel. Il pleuvait à verse cet après-midi-là, une averse misérable et glaciale. Je me souviens d'être resté sous l'auvent en aluminium rouillé de l'école professionnelle pendant 1 heure, portant un costume bon marché et mal ajusté que j'avais acheté dans un magasin d'occasion, tenant mon certificat durement gagné dans une pochette en plastique fragile. J'avais attendu, observant chaque voiture qui entrait sur le parking. J'ai appelé le téléphone de ma mère 2 fois. Les 2 fois, cela a abouti directement à une boîte vocale générique. J'ai fini par célébrer la plus grande réussite de ma jeune vie entièrement seul dans un dîner sordide éclairé au néon au bout de la rue.
Je me suis assis dans un box en vinyle collant, mangeant des frites froides et non salées et buvant du café noir amer tandis que la serveuse me regardait avec une profonde pitié. Quand je suis finalement rentré chez moi plus tard cette nuit-là, l'immense maison était plongée dans le noir et vide. Il y avait une petite note, griffonnée à la hâte, laissée sur le comptoir immaculé de la cuisine, de la belle écriture de ma mère. Elle disait « Envolé pour Boston ». Jess a réussi ses examens partiels d'économie de première année. Nous l'avons emmené dans un restaurant de steak pour fêter ça. Laisse la lumière du Porsche allumée. Ma réussite, représentant 2 ans de travail acharné et épuisant et de nuits de révision, ne justifiait même pas un bref coup de téléphone. Le fait que Jess ait réussi un simple examen universitaire qu'il avait à peine révisé justifiait des billets d'avion coûteux et une célébration somptueuse. Mais l'exposition B était le souvenir qui a véritablement brisé toute illusion persistante d'équité ou d'amour parental. J'avais 18 ans à l'époque. J'avais travaillé des doubles quarts épuisants dans un atelier de carrosserie locale, ponçant des cadres rouillés et respirant de la poussière de peinture, économisant chaque centime gagné dans un bocal sous mon lit avant de le déposer. J'avais un compte à la banque de mon père, un compte de garde qu'il avait ouvert pour moi quand j'étais enfant. J'avais près de 12 000 $ économisés. C'était mon billet d'or. C'était le montant exact dont j'avais besoin pour acheter mon premier véritable ensemble d'outils de qualité professionnelle et obtenir un bail à court terme pour un petit garage délabré. Je suis entré dans le hall de la banque un mardi matin ensoleillé, mes mains tremblant physiquement d'excitation et de fierté. J'ai rempli le bordereau de retrait, le faisant glisser sur le comptoir en marbre poli jusqu'à la caissière. Je me souviens encore du regard exact de confusion suivi d'une profonde pitié dans les yeux de la vieille femme lorsqu'elle a regardé son écran d'ordinateur. Elle baissa la voix jusqu'à un murmure. « Je suis désolé, Ronin », avait-elle dit doucement. « Il n'y a que 45 $ sur ce compte. » Je sentis tout le sang s'écouler rapidement de mon visage. Ma vision se brouilla. J'exigeais de voir le grand livre imprimé. Elle me le tendit et là, c'était en noir et blanc. Un transfert massif et radical initié par mon père, autorisé parce que son nom était toujours légalement enregistré comme le principal dépositaire du compte d'enfance. Je ne criais pas. Je me retournai et me rendis directement à son bureau d'entreprise en centre-ville. Je dépassai sa secrétaire surprise et jetai le grand livre sur son immense bureau en acajou. Il n'eut pas l'air coupable. Il ne broncha même pas. Il continua de signer une pile de documents, son lourd stylo en or se déplaçant doucement sur les pages. J'avais besoin de liquidité, avait-il déclaré simplement, ne prenant même pas la peine de me regarder dans les yeux. Jess avait une opportunité soudaine d'investir dans le projet d'incubateur technologique d'un ami. C'était très urgent. Considérez votre argent comme un prêt nécessaire à la famille. Vous vivez de toute façon à la maison, sans payer de loyer. À quoi auriez-vous pu avoir besoin de tout cet argent? Des outils. Vous pouvez acheter une clé bon marché n'importe où. Il avait littéralement volé mon avenir. La sueur même de mon travail pour financer le passe-temps de week-end de Jess. Et quand je suis allé voir ma mère à ce sujet plus tard ce soir-là, désespéré, furieux et me sentant entièrement violé, elle a livré l'exposition C. Je me souviens d'elle debout près de l'immense îlot de cuisine, essuyant machinalement la surface de granit impeccable avec un chiffon en microfibre. Elle n'a pas offert un câlin réconfortant. Elle n'a pas exprimé de colère en mon nom. Elle a juste laissé échapper un long soupir théâtral et fatigué comme si ma colère justifiée était un désagrément ennuyeux pour sa soirée. « Ronin, s'il te plaît, ne commence pas une grosse dispute à ce sujet », avait-elle murmuré, refusant de me regarder dans les yeux. « Tu dois comprendre la dynamique du fonctionnement du monde. Jess travaille avec son esprit. Le monde des affaires est impitoyable et il a besoin d'un capital important pour s'établir correctement. Toi, eh bien, tu travailles avec tes mains. Tu es grand. Tu es fort. Tu pourras toujours trouver du travail physique pour payer tes factures. S'il te plaît, cède simplement à ton frère. Laisse tomber. C'est pour la paix de la famille. Céder. C'était le mot empoisonné qu'elle utilisait toujours pour me tenir en laisse. Cédez votre argent. Cédez votre fierté. Cédez votre espace physique. Parce qu'à leurs yeux, ma sueur, mon sang et mes rêves n'étaient que des ressources jetables destinées à paver le chemin doux et manucuré du succès de l'enfant prodige. Serrant le volant de mon camion aujourd'hui, conduisant sous la pluie glaciale, le souvenir de sa voix passive me fit mal à la mâchoire d'une tension nouvelle.
L'injustice n'était pas seulement qu'il favorisait mon frère. C'était qu'il croyait vraiment et profondément que j'étais intrinsèquement destiné à le servir. Il considérait ma vie de col bleu non pas comme un choix de carrière valable, mais comme un système de classe inférieure qu'ils avaient le droit d'exploiter. Je suis finalement entré dans le parking de gravier sombre du parc industriel abandonné, à la périphérie désolée de Pittsburgh. La zone était entourée de clôtures en grillage rouillé et de conteneurs maritimes en décomposition. C'était un endroit oublié, ignoré par les riches qui vivaient dans des maisons aux piliers blancs. Mais pour moi, alors que je coupais le moteur et restais assis dans l'obscurité silencieuse, c'était le seul endroit sur Terre qui avait un sens. Le vent froid et brutal mordit violemment mon visage alors que je sortais du camion. Le craquement bruyant du gravier sous mes lourdes bottes me ramenait à ma dure réalité. Je n'avais plus de famille. Je n'avais pas de filet de sécurité financier. Je n'avais que mes 2 mains cicatrisées, une tête pleine de plans mécaniques complexes et une rage brûlante et indéniable qui allait alimenter le plus grand retour de ma vie. Je m'approchai et déverrouillai le lourd cadenas en acier de ma porte de garage. Il était temps d'arrêter de céder. Combien de temps faut-il à un morceau de charbon jeté pour réaliser qu'il peut brûler toute la maison sous une pression suffisante? Les premières semaines après avoir été banni de la propriété furent une épreuve brutale et impitoyable d'endurance humaine. J'avais investi mon dernier dollar dans la location d'un immense entrepôt courant d'air, situé au fond d'un quartier sidérurgique abandonné à Pittsburgh. Je ne pouvais pas me permettre un appartement et l'espace de l'atelier simultanément. Alors, j'ai fait un choix difficile pour ma survie. J'ai acheté un conteneur d'expédition d'occasion et cabossé dans une casse, je l'ai traîné dans le coin le plus sombre de l'entrepôt et je l'ai transformé en mon logement de fortune. C'était incontestablement rudimentaire. Décembre a frappé la Pennsylvanie incroyablement fort cette année-là. Les minces parois métalliques du conteneur n'offraient aucune isolation contre les vents hivernaux mordants et incessants qui hurlaient à travers les brèches du toit de l'entrepôt. Mes matinées commençaient brutalement tôt à 5 heures. Je me réveillais en frissonnant violemment sous 3 lourdes couvertures mangées par les mites. Mon souffle formait d'épais nuages blancs dans l'obscurité glaciale. Le petit déjeuner était généralement une tasse de café noir amer préparé sur un réchaud de camping au propane bon marché et une boîte de haricots cuits froids mangés directement à même la boîte. L'air à l'intérieur de l'entrepôt sentait toujours fortement le vieil huile de moteur, le béton humide et le goût métallique aigu de la poussière de fer. Mais malgré la misère, je m'en fichais. Chaque fois que le froid glacial s'infiltrait profondément dans mes os, je fermais juste les yeux et me souvenais de la chaleur suffocante de la cheminée de mon père et de la froideur absolue de ses yeux. C'était le carburant parfait et inépuisable. Mon objectif commercial était unique et hautement spécialisé, des véhicules d'expédition tout-terrain sur mesure. Je ne réparais pas seulement des berlines cassées. Je prenais des camions diesel lourds et je les réingénierais complètement pour survivre à l'apocalypse. Je construisais des forteresses mobiles imparables pour les gens qui voulaient conduire hors réseau à travers des déserts arides et des montagnes impitoyables. Tout a commencé avec un camion plateau rouillé et à plat que j'ai acheté aux enchères municipales pour une bouchée de pain. Le bloc moteur était bloqué. Le châssis en acier était gravement corrodé et il ressemblait exactement à la sale ferraille dans laquelle mon père m'avait accusé de me rouler. Mais j'ai vu au-delà de la rouille. J'ai vu les os solides en dessous. J'ai vu le potentiel énorme qui attendait d'être libéré. Une nuit, gelé, épuisé et couvert de crasse, une pensée bizarre a traversé mon esprit isolé. Les gens sur Internet semblaient aimer regarder des vidéos de processus de restauration. Peut-être, juste peut-être, quelqu'un là-bas voudrait voir comment ressusciter un énorme moteur diesel mort de la tombe. Je n'avais pas d'équipement de caméra ou d'éclairage sophistiqué. J'ai juste pris mon smartphone cabossé, je l'ai monté sur un trépied rouillé que j'avais soudé à partir de tuyaux de ferraille, et j'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement. Je n'ai pas pris la peine de faire une introduction flashy. Je n'ai pas souri, et je n'ai certainement pas demandé aux gens d'aimer ou de s'abonner. Je suis juste entré dans le cadre, portant mes combinaisons de toile sale, j'ai saisi une énorme clé dynamométrique pneumatique, et j'ai commencé à parler directement à l'objectif de la caméra comme si c'était un nouvel apprenti debout dans mon atelier. D'accord, écoutez, dis-je, ma voix grave résonnant fortement sur les murs en béton nu. Ce moteur est mort depuis 5 longues années. Les pistons sont entièrement bloqués. Les joints de culasse sont en 1000 morceaux, et l'huile à l'intérieur ressemble à du goudron noir épais. La plupart des mécaniciens de la ville vous diraient de mettre ce bloc à la casse. Je vais vous montrer exactement comment le démonter jusqu'au métal nu et le faire hurler à nouveau. Faites attention.
Pendant les 3 heures éreintantes suivantes, j'ai filmé tout le processus brutal. Le son âpre du métal frottant contre le métal. Les étincelles orange vives volant férocement de la meuleuse d'angle. La force physique pure et épuisante nécessaire pour desserrer des boulons rouillés depuis une décennie. C'était sale. C'était très agressif. Et c'était entièrement authentique. Sans modifier les erreurs ou les jurons, j'ai téléchargé les séquences brutes sur une toute nouvelle chaîne que j'ai nommée Ironclad Overland. Honnêtement, je ne m'attendais pas à grand-chose. Peut-être quelques dizaines de vues de la part d'autres passionnés de mécanique ennuyés à la recherche de spécifications de couple. Je me suis endormi sur mon matelas dur et grumeleux cette nuit-là, mes mains lançantes de douleur, mes jointures saignant lentement à cause d'une clé qui avait glissé. Quand je me suis réveillé le lendemain matin en frissonnant et que j'ai vérifié l'écran de mon téléphone, j'ai légitimement pensé que l'application était en panne. La vidéo n'avait pas quelques dizaines de vues. Elle avait 400 000 vues, et le compteur tournait, grimpant plus vite que je ne pouvais le traiter. Je suis resté assis sur le bord de mon lit de camp militaire, fixant les chiffres. La section des commentaires explosait avec des milliers de messages. Les gens ne regardaient pas seulement avec désinvolture. Ils étaient profondément fascinés. Ils aimaient l'énergie brute et non polie. Ils aimaient l'absence totale de fioritures d'entreprise. Ils aimaient voir une vraie personne saigner et transpirer pour créer quelque chose de très fonctionnel à partir de déchets. Un commentaire fortement voté près du haut m'a frappé. Ce gars ne répare pas seulement des camions. Il parle leur langage. Il construit des monstres. Abonnez. Cette seule vidéo fut l'étincelle qui a allumé une énorme poudrière. Au cours du mois suivant, j'ai travaillé comme un homme possédé par des démons. J'ai filmé tout ce que je faisais. J'ai montré au public comment fabriquer des pare-chocs en acier sur mesure à partir de tôles épaisses. Je leur ai montré comment câbler des systèmes solaires complexes à double batterie. Je leur ai montré les calculs complexes derrière la géométrie de suspension à grand débattement. La chaîne a grandi à un rythme exponentiel terrifiant. 1 million d'abonnés, puis 2 millions. Les revenus publicitaires ont commencé à affluer sur mon compte bancaire, se transformant rapidement d'un lent et hésitant filet en une rivière rugissante et imparable d'argent liquide. Mais je savais que je ne pouvais pas m'arrêter à l'argent des publicités YouTube. Les vidéos n'étaient que le bras marketing gratuit. Le vrai argent, l'argent qui construit un empire, était dans la vente des véhicules physiques eux-mêmes. Quand j'ai finalement terminé cette toute première construction tout-terrain, une bête imposante et noire mat, dévoreuse de diesel, dotée d'un blindage en acier renforcé, d'une suspension de qualité militaire et d'une cabine de vie isolée entièrement fonctionnelle à l'arrière. Je l'ai présentée dans une vidéo finale. À la fin du clip, regardant droit dans la caméra, j'ai simplement déclaré que le camion était maintenant à vendre. Il s'est vendu en exactement 3 heures pour 120 000 $. Je me souviens d'avoir tenu ce lourd chèque de banque certifié dans mes mains sales et cicatrisées, assis dans le profond silence de mon atelier glacial. Mon père m'avait violemment mis à la porte pour être absolument inutile. Il avait explicitement dit que je ne réussirais jamais dans le monde réel. Et pourtant, j'étais là, me sortant de la casse avec rien d'autre que de la pure détermination, de la colère et une clé. L'Empire était officiellement construit brique par brique graisseuse. Mais le meilleur de tout, ma famille toxique n'avait absolument aucune idée que j'existais dans cette nouvelle stratosphère. Quand vous construisez une forteresse en silence, à quel point l'explosion doit-elle être forte pour que le monde vous entende enfin? Accélérons 5 mois plus tard. Le calendrier accroché au mur avait finalement tourné vers les jours plus chauds du printemps. Mais à l'intérieur des épais murs de béton d'Ironclad Overland, nous existions dans un état perpétuel et intense de surmenage. L'atelier n'était plus seulement un entrepôt froid et solitaire. C'était une forteresse tentaculaire et chaotique d'industrie lourde. J'avais agressivement loué les 2 baies adjacentes à la mienne, payant comptant pour faire abattre les murs de séparation afin de créer un immense et caverneux atelier de production. Des étincelles orange vives pleuvaient continuellement de 5 postes de soudage différents, comme des feux d'artifice intérieurs. Le lourd martèlement rythmique et assourdissant des presses pneumatiques industrielles fournissait un battement de cœur mécanique constant à toute l'opération. Je ne travaillais plus seul dans l'obscurité. J'avais embauché une équipe farouchement loyale de 6 maîtres fabricants et mécaniciens vétérans. Des gars qui étaient exactement comme moi. Bruts de décoffrage, lourdement tatoués, entièrement ignorés par le monde des affaires policées, mais possédant un génie absolu lorsqu'ils avaient des outils entre les mains. Prenez Big Mike par exemple, un gars qui ressemblait à un videur,
mais qui pouvait souder de l'aluminium si parfaitement que ça ressemblait à une pile de pièces de 10 cents brillantes. Nous n'étions plus seulement un atelier de mécanique. Nous étions une entreprise d'ingénierie automobile d'élite hautement spécialisée. La chaîne YouTube d'Ironclad Overland avait récemment dépassé les 2,5 millions d'abonnés. Les grandes marques me proposaient agressivement des contrats de sponsoring lucratifs chaque jour, des entreprises d'outils mondiales, des fabricants de suspensions haut de gamme, des marques d'équipements de survie en plein air haut de gamme. Mais je les refusais presque tous. Je gardais strictement les vidéos pures, me concentrant uniquement sur le métal brut, les machines complexes et le travail réel. Pas de script, pas de jeu d'acteur. Le vrai choc, le chiffre incroyable qui aurait sans aucun doute fait étouffer violemment mon père arrogant avec son scotch coûteux, était le chiffre d'affaires réel de l'entreprise. Nous ne faisions plus de simples restaurations pour des gars locaux. Nous exécutions des commandes massives et personnalisées pour des individus à très haute valeur nette à travers le pays, des gens qui voulaient désespérément des véhicules de survie hors réseau et possédaient les vastes sommes d'argent nécessaires pour exiger une perfection sans faille. Mon comptable nouvellement embauché, un homme intelligent nommé David, était passé à l'atelier la semaine précédente. Nous étions assis dans mon bureau nouvellement aménagé, qui manquait encore de cloisons sèches et sentait fortement le bois de pin frais et le café rassis, et il avait posé le rapport financier trimestriel épais sur mon bureau métallique. J'ai tracé mon doigt sale sur la ligne du bas. Revenu total projeté pour l'exercice fiscal en cours, 4 200 000 $. Vous explosez, Ronin. La courbe de croissance est verticale, avait dit David, secouant la tête avec une incrédulité pure en me regardant assis là dans mes vêtements sales. L'ironie de la situation était assez lourde pour écraser physiquement une voiture. J'étais techniquement un multimillionnaire sur le papier, le seul PDG d'une entreprise en expansion rapide et très rentable. Pourtant, si vous me croisiez dans la rue, vous ne le devineriez jamais. Je refusais obstinément de changer mon mode de vie. Je portais toujours les mêmes pantalons de travail en toile lourd et tachés, les mêmes bottes de sécurité en acier usé. Mes mains étaient toujours tachées de graisse, les callosités épaisses, dures et rugueuses comme du papier de verre. Je conduisais toujours le même camion usé et bruyant au travail tous les jours. Et parfois, quand je travaillais trop tard le soir pour respecter une échéance, je déroulais encore un sac de couchage à l'intérieur de ce vieux conteneur pour me rappeler le froid mordant et d'où je venais. Je gardais ma nouvelle vie entièrement compartimentée et cachée. J'avais bloqué de façon permanente les numéros de téléphone de mes parents et de Jess la nuit même où j'avais quitté la propriété. Je n'avais pas eu de nouvelles d'eux depuis 5 mois. Et je supposais amèrement qu'ils étaient bien trop occupés à faire éclater du champagne coûteux sur l'empire technologique imaginaire de Jess qui allait changer le monde pour se demander si j'étais vivant ou mort. Ils supposaient que j'étais quelque part en train de mourir de faim dans un fossé boueux. Je les laissais volontiers le penser. Le silence total était ma plus grande et la plus acérée des armes. Le joyau absolu de mon opération actuelle trônait dans la vaste baille centrale. C'était un engin d'expédition à 6 roues motrices terrifiant, entièrement construit sur un châssis de transport militaire lourdement modifié. Il était doté de verres blindés épais, d'une rampe de lancement de drones intégrée sur le toit, d'un système de filtration d'eau de qualité militaire capable de purifier l'eau stagnante des marais, et d'un intérieur sur mesure qui rivalisait avec le luxe d'un yacht privé. C'était une commande exclusive et personnalisée pour un client très spécifique nommé Zad. Zad était un milliardaire technologique notoirement reclus et très excentrique qui passait la moitié de l'année à vivre hors réseau dans les rudes montagnes du Montana. Il avait visionné mes vidéos en rafale, fait venir un représentant directement à Pittsburgh, et avait exigé que je lui construise personnellement la machine de survie ultime et imparable. Il n'avait même pas sourcillé devant le prix astronomique que je lui avais annoncé. En fait, il avait immédiatement viré un acompte non remboursable de 350 000 $ juste pour s'assurer sa place en tête de ma file d'attente de construction bondée. J'étais actuellement allongé sur le dos sous le ventre massif du camion de Zad. Une lourde clé dynamométrique serrée dans ma main, forçant mes muscles à serrer les énormes boulons d'un sabot de protection de différentiel en acier personnalisé. De la musique heavy metal hurlait fort depuis les haut-parleurs de l'atelier de qualité concert, couvrant complètement le bruit ambiant de la ville animée à l'extérieur, entouré d'acier lourd et de l'odeur de graisse. Je ressentais un profond et intouchable sentiment de paix. Je n'avais pas besoin d'un costume sur mesure. Je n'avais pas besoin d'un fonds fiduciaire. J'avais construit mon propre royaume incassable à partir de zéro en utilisant la saleté et la rouille pour lesquelles il s'était moqué de moi. J'ai finalement roulé dessous le lourd camion sur mon chariot de mécanicien,
essuyant une épaisse traînée de graisse noire de mon front avec un gros chiffon d'atelier rouge. Je me suis levé, étirant mon dos endolori et j'ai regardé autour de l'atelier, observant mon équipe travailler avec une concentration intense, écoutant la belle et chaotique symphonie de l'industrie lourde. J'avais gagné. La guerre était définitivement terminée, et je n'avais même pas eu à tirer un seul coup sur eux pour revendiquer la victoire. J'étais entièrement intouchable, du moins c'est ce que je pensais avec confiance, car l'univers semble aimer tester violemment vos limites juste au moment où vous vous sentez enfin en sécurité. Alors que je me levais pour prendre une bouteille d'eau froide dans le réfrigérateur, je ne savais pas qu'à des kilomètres de là, le fragile et glamour château de cartes que ma famille avait construit était déjà en train de s'effondrer violemment de manière spectaculaire et humiliante. Les ombres protectrices de mon empire caché étaient sur le point d'être violées de force. Que arrive-t-il lorsque les fantômes de votre passé découvrent le château que vous avez construit pour les tenir à l'écart? Le sanctuaire paisible de mon empire caché vola en éclats violemment un jeudi soir misérable et pluvieux. Il était bien après 23 heures. Toute l'équipe avait pointé et était rentrée chez elle des heures auparavant, laissant le vaste atelier, habituellement assourdissant, étrangement silencieux, à l'exception du tambourinage régulier et rythmé de la forte pluie battant agressivement le toit en tôle ondulée. J'étais assis seul à l'établi en bois marqué de mon bureau, esquissant un design complexe de galerie de toit personnalisé sous la lumière dure et impitoyable d'une seule lampe de bureau. Puis, brisant la concentration silencieuse, mon téléphone portable vibra agressivement contre le bois. Ce n'était pas ma ligne professionnelle officielle. C'était un vieux téléphone portable prépayé bon marché que je gardais dans le tiroir du bas. Un numéro que je n'avais volontairement donné à personne depuis plus de 5 ans. Un numéro que j'avais obstinément gardé actif pour des raisons vagues que je ne pouvais même pas honnêtement m'expliquer. Peut-être une curiosité morbide. Je fixais avec lassitude l'écran lumineux. L'identifiant de l'appelant n'affichait pas de nom enregistré, juste un indicatif régional que je reconnus immédiatement. Ma poitrine se serra douloureusement. Une étrange et forte intuition me dit exactement qui était à l'autre bout du fil. Je le laissai sonner 4 fois, 5 fois. Au 6e coup, opérant purement par une mémoire musculaire tordue, ma main calleuse bougea d'elle-même. Je ramassai le petit appareil en plastique et le portai à mon oreille. Je ne dis pas bonjour. Je ne dis pas un seul mot. Je restais juste là, respirant dans le microphone. Ronin. La voix crépitant à travers le minuscule haut-parleur était incroyablement fine, tremblante. Elle manquait de toute l'autorité retentissante et arrogante qui l'accompagnait habituellement dans la salle de conférence ou le salon. C'était mon père, Valérian. Comment as-tu réussi à obtenir ce numéro, demandai-je, ma voix terrifianteusement plate, ne trahissant aucune émotion, comme une machine répondant à une entrée. Ton vieil ami du lycée, Marc, il l'avait encore. Ronin, s'il te plaît, ne raccroche pas. Le désespoir brut qui transparaissait dans son ton était épais, assez lourd pour être coupé au chalumeau. C'était un homme fier qui ne suppliait jamais personne pour quoi que ce soit. Un homme qui exigeait l'obéissance. L'entendre supplier semblait surréaliste, comme regarder une montagne massive s'effondrer soudainement en poussière. Tu as exactement 60 secondes pour parler avant que je n'écrase ce téléphone, dis-je, me penchant lourdement dans ma chaise qui grinçait, fixant d'un air absent les chevrons exposés du plafond. Il y eut une inspiration haletante et humide à l'autre bout du fil. C'est ton frère. C'est Jess. Nous sommes dans une très mauvaise situation, Ronin. La famille a désespérément besoin de ton aide en ce moment. J'ai failli laisser échapper un rire sombre. La famille, demandai-je, mon ton dégoulinant de pur venin. Je pensais distinctement avoir été rayé du testament. Je pensais n'être que des ordures. Te souviens-tu de tes mots exacts? Des tas de ferrailles rouillées. S'il te plaît, étouffa Valérian. Son impatience innée, essayant désespérément de refaire surface, mais se noyant instantanément sous des vagues de panique pure. Ce n'est pas le moment pour une fierté obstinée. La start-up de Jess. Ce n'était pas ce qu'il prétendait. Les projections financières étaient entièrement fausses. Il a pris des investisseurs majeurs, des investisseurs dangereux, des gars du capital investissement qui ne respectent pas les règles légales quand ils perdent de l'argent. Je me redressai brusquement, le crayon jaune dans ma main se cassant net en deux sous ma prise. Qu'est-ce que le petit prince a fait exactement? Il a gravement mal géré les fonds de l'entreprise, murmura mon père, les mots sonnant comme de la cendre sèche dans sa bouche.
Il a utilisé le nouveau capital qu'il a levé auprès des investisseurs pour rembourser discrètement ses premiers bailleurs de fonds. Il a intentionnellement falsifié les métriques de démonstration logicielle pour maintenir l'argent. Mon esprit de mécanicien habitué à diagnostiquer les systèmes en panne, traduisit instantanément le jargon d'entreprise aseptisé. Vous avez monté une pyramide de Ponzi, dis-je sans détour. Votre brillant petit prince n'est rien d'autre qu'un escroc bon marché. Il a fait des erreurs. Il était sous une immense pression écrasante pour réussir, le défendit mon père par réflexe. Mais il n'y avait plus aucune conviction dans sa voix. La SEC est déjà en train de renifler les comptes. Mais bien pire, les prêteurs privés exigent le remboursement intégral de leur argent initial d'ici lundi matin. S'il fait défaut sur le paiement, ils transmettront toutes les preuves directement aux autorités. Il fait face à de graves accusations fédérales. Ronin, fraude électronique, détournement de fonds massifs. Il ira en prison fédérale pendant une décennie. Le silence à l'intérieur de l'atelier sembla complètement assourdissant. Le petit prince, le génie vénéré qui travaillait avec son esprit supérieur, n'était rien d'autre qu'un criminel lâche en costume italien coûteux. Et pourquoi exactement appelez-vous le garagiste inutile, demandai-je froidement, appréciant le malaise. Parce que je sais que tu as de l'argent, lâcha Valérian, la panique prenant entièrement le dessus sur sa dignité restante. J'ai vu l'une de tes vidéos en ligne. J'ai vu l'énorme atelier. Quelqu'un de l'industrie m'a dit à quel prix se vendaient réellement ces camions sur mesure. Tu as une vraie entreprise. Tu as du capital liquide. Nous avons besoin d'un prêt, Ronin. Juste un prêt relais pour calmer les prêteurs en colère et garder Jess hors des menottes jusqu'à ce que nous puissions vendre la propriété. Combien est la rançon, demandai-je, bien que je savais déjà que le chiffre serait astronomiquement absurde. 500 000 $, dit-il, sa voix tremblante. C'est juste pour couvrir le manque de liquidité immédiat. Je jure que je te rembourserai chaque centime. Je signerai tous les documents légaux que tu voudras. 500 000 $, le montant exact du fonds fiduciaire de mon grand-père qu'il avait fièrement remis à Jess sur un plateau d'argent. L'argent qui appartenait à l'héritage familial gaspillé en mensonges et en égaux. Je laissai le lourd silence s'étirer longtemps, le laissant transpirer abondamment dans l'obscurité. Je regardais mes mains calleuses et tachées de graisse, les mêmes mains qu'il avait tant méprisées. Tu t'es tenu dans ton salon parfait et tu m'as dit que j'étais mort pour toi, dis-je, ma voix tombant à un grave grondement dangereux. Tu m'as dit que je ne réussirais jamais rien dans cette vie. Tu as vidé mes économies quand j'étais enfant pour financer agressivement son ego. Et puis tu m'as jeté comme un déchet quand tu pensais que j'étais absolument inutile. Ronin, s'il te plaît. C'est ton propre sang, s'écria Valérian. Mon sang m'a laissé mourir de froid dans un conteneur d'expédition, répliquai-je, la colère brisant enfin la surface. Mon sang m'a dit que j'étais une honte pour le nom. Alors laissez-moi être très clair, Valérian, je ne vous donnerai pas 5 centimes si vous mouriez de soif dans le désert. Que Jess pourrisse dans une cellule. Tu ne peux pas faire ça, hurla-t-il hystériquement au téléphone. Tu détruis malicieusement cette famille. Non, répondis-je doucement, ma voix dépourvue de toute pitié. Je ne fais que ramasser les ordures. Je mis fin à l'appel sans un mot de plus. J'éteignis le téléphone prépayé, le laissa tomber sur le sol en béton et l'écrasai en minuscules fragments avec le lourd talon de ma botte de sécurité en acier. Le craquement aigu du plastique et du verre bon marché fut profondément, intensément satisfaisant. Mais en regardant les morceaux brisés, une sombre et lourde prise de conscience me frappa. Les personnes désespérées et acculées ne cessent pas simplement de chasser quand vous raccrochez le téléphone. Jusqu'où serait-elle prête à aller dans l'obscurité pour se sauver? La réponse glaçante à ma question persistante arriva le lendemain matin, agressivement enveloppée dans l'éblouissement aveuglant des phares LED de luxe perçant le brouillard industriel épais et huileux du quartier sidérurgique. J'étais à l'atelier incroyablement tôt, vers 6 heures du matin, debout carrément dans l'énorme porte ouverte de la baie principale avec une tasse de café noir fumant à la main. L'air du matin était vif et mordant, avec une forte odeur de fumée de diesel et de rosée froide. Je regardais silencieusement une Mercedes berline argentée, élégante et impeccable, virer hésitamment de la route principale fissurée, ses pneus coûteux craquant bruyamment en roulant sur le terrain de gravier boueux et plein de nids de poules de mon complexe. Elle semblait entièrement, ridiculement déplacée, comme un diamant impeccable négligemment tombé dans une flaque de boue sale. Je savais exactement qui était à l'intérieur de ce véhicule. Je ne bougeais pas d'un pouce.
Je me contentais d'appuyer mon épaule contre le montant de la porte en acier froid. Prenant une lente et délibérée gorgée de mon café, attendant que le cirque commence, la voiture de luxe se gara maladroitement près de la clôture en grillage rouillé. Les portes s'ouvrirent lentement et 3 figures familières en sortirent dans l'environnement humide et sale. Mon père, Valérian, ma mère, Ève, et traînant misérablement derrière eux, ressemblant exactement à un homme mort forcé de marcher jusqu'à sa propre potence, il y avait Jess. Ils avaient l'air vraiment terribles. La posture habituellement impeccable et intimidante de mon père était gravement courbée, comme s'il portait un rocher physique sur son dos. Son visage était cendré et gris, le feu arrogant qui brûlait habituellement dans ses yeux, entièrement éteint par une peur brute. Ma mère avait l'air frénétique, ses cheveux légèrement en désordre, serrant son sac à main de créateur coûteux contre sa poitrine comme un bouclier désespéré. Jess. Jess était pratiquement un fantôme. Il ne portait pas son costume italien sur mesure emblématique aujourd'hui. Il portait un pull froissé et trop grand. Ses cheveux étaient ébouriffés et ses yeux papillonnaient autour des massives et imposantes structures métalliques de mon atelier avec une terreur nue et non dissimulée. Ils marchèrent lentement vers moi, marchant prudemment et délicatement sur de profondes flaques d'eau huileuse pour protéger leurs chaussures coûteuses. Ils s'arrêtèrent finalement à environ 3 mètres de la porte de la baie. Le contraste visuel entre nous était presque comique. Ils étaient habillés pour un déjeuner mondain dans un club de campagne. J'étais habillé pour une zone de guerre industrielle, dans un équipement lourd et taché. Mon père me dépassa du regard, fixant profondément les profondeurs caverneuses de l'atelier. Il vit les étincelles brillantes voler, les énormes camions militaires être assemblés avec expertise, l'équipe se déplaçant avec une précision et une rapidité militaires. Mais ses préjugés étaient si profondément enracinés, son esprit ne pouvait littéralement pas comprendre ce que ses yeux voyaient. « Où est votre patron, Ronin ?» demanda Valérian, sa voix tendue et exigeante, essayant toujours de projeter de l'autorité. « Je dois parler au propriétaire immédiatement. Nous devons négocier une avance de trésorerie massive sur votre salaire. Je signerai comme garant, quoi qu'il en coûte. » Il pensait réellement que j'étais juste un simple ouvrier. Il pensait que je balayais les sols sales dans un endroit comme celui-ci. Je baissai lentement ma tasse de café, le fixant. « Il n'y a pas de patron ici, Valérian. Je possède tout ce bâtiment. Je possède chaque pièce d'équipement que vous voyez. Je possède l'entreprise. Vous regardez directement l'homme en charge. » Ma mère halta bruyamment, une inspiration nette et dramatique, se couvrant la bouche. La tête de Jess se releva violemment, me fixant avec une incrédulité pure et non filtrée. « Toi, » balbutia Jess, sa voix craquant comme celle d'un adolescent terrifié. « Tu possèdes tout ça ? » « Oui, Jess, dis-je. » Un sourire lent et incroyablement froid se répandit sur mon visage. Il s'avère que les gens riches paient très cher pour des ordures. Mon père déglutit difficilement, sa pomme d'Adam bougeant visiblement dans sa gorge. La réalité écrasante de la situation s'abattait enfin sur sa tête, étouffant rapidement son immense fierté, mais le désespoir pur le força à surmonter l'humiliation. « Ronin, s'il te plaît. Je sais exactement ce que j'ai dit hier soir. Je sais que tu es furieux, mais tu dois regarder au-delà de ta colère, la situation dans son ensemble. Si Jess s'effondre à cause de cela, le nom de famille Valérian s'effondrera avec lui. Nous perdrons la propriété. Nous perdrons tout ce que nous avons construit. Vous avez déjà tout perdu au moment où vous avez remis les clés à un fraudeur, rétorquai-je, ma voix résonnant fort sur les murs de béton. Je fis un pas lourd en avant, réduisant la distance. Jess recula instinctivement d'un pas rapide, visiblement intimidé par ma taille et ma présence physique. « Maman. » Jess gémit pitoyablement, se tournant vers elle comme un enfant terrifié et impuissant. Elle s'avança rapidement, des larmes chaudes coulant sur son visage soigneusement maquillé. Elle tendit la main, essayant désespérément de me saisir le bras, mais je reculai brusquement, évitant son contact comme s'il s'agissait de déchets hautement toxiques. « Ronin, mon doux enfant, » sanglota-t-elle, sa voix tremblante. « S'il te plaît, Dé est ton petit frère. Je sais que nous avons été durs par le passé, mais la famille se pardonne. Tu as tellement de richesses maintenant. Qu'est-ce que 500 000 $ pour toi? Ce n'est que de l'argent, mais pour Jess, c'est toute sa vie. Tu dois le sauver. Fais-le pour moi. » Je fixai d'un air absent la femme qui m'avait dit à plusieurs reprises de céder ma vie entière.
La femme qui m'avait vu être jetée dans le froid glacial sans verser une seule larme pour mon bien-être. Vous voulez que je le sauve, demandai-je, ma voix dangereusement calme et silencieuse. Je regardai directement Jess, croisant le regard du lâche tremblant. Vous voulez mon argent de col bleu sale et taché de graisse pour vous acheter un moyen pathétique de sortir de prison fédérale? Jess hocha frénétiquement la tête, des larmes coulant librement sur ses joues pâles. Oui, s'il te plaît, Ronin. Je ferai tout ce que tu voudras. Je laverai tes camions. Je laverai les sols. Juste, s'il te plaît, ne les laisse pas m'emmener. C'était la manifestation de faiblesse la plus pathétique et nauséabonde que j'ai jamais vue. L'enfant prodige arrogant, entièrement dépouillé de ses fausses réalisations et de son argent volé, suppliant le bouc émissaire de la famille pour des miettes pour survivre. Je les regardais tous les trois debout dans la terre. Je les laissais s'accrocher à cette petite et fragile lueur d'espoir pendant une seconde agonisante de plus. Je vais vous dire exactement ce que vous m'avez dit il y a 5 mois, dis-je, ma voix baissant d'un octave, résonnant d'une finalité absolue et incassable. Vous avez fait vos choix. Vous avez choisi votre chemin glamour. Si vous voulez vivre dans la saleté d'une cellule de prison fédérale, vivez-y. Mais n'attendez jamais que mon travail acharné finance à nouveau vos échecs. Ronin, rugit mon père, sa peur cédant finalement à une fureur explosive et impuissante. Sale bâtard vindicatif. Tu pourriras en enfer pour avoir tourné le dos à ton propre sang. Je suis déjà en enfer, Valérian, répondis-je froidement, tendant la main et appuyant sur le lourd bouton industriel monté sur le mur de briques. Mais au moins, je possède l'endroit. L'énorme porte de bail en fer renforcé commença à grincer agressivement et à glisser sur ses rails motorisés. Le bruit de grincement du métal lourd était assourdissant. Je restais parfaitement immobile, les mains dans les poches, regardant leurs visages se tordre d'horreur et de rage pure alors que la lourde barrière d'acier descendait lentement, les coupant physiquement de mon monde. La porte frappa le sol en béton avec un dernier bruit de tonnerre résonnant, les plongeant de nouveau dans le monde froid extérieur et me scellant définitivement en sécurité à l'intérieur de ma forteresse. Je tournai le dos à la porte d'acier et retournai à ma baie de camion. Je pensais vraiment que la porte de fer les avait chassés pour de bon. Je pensais honnêtement que la bataille était gagnée et terminée, mais j'avais gravement sous-estimé l'extrême toxicité d'un narcissique acculé. Je ne le savais pas encore, mais leur désespoir venait de muter en pure malveillance. Et demain, la vraie guerre commencerait en ligne. La lourde porte en fer de mon atelier avait réussi à empêcher leur corps d'entrée. Mais j'avais gravement sous-estimé la facilité avec laquelle la toxicité pouvait s'infiltrer par des fissures numériques invisibles. Le faux sentiment de sécurité que j'éprouvais ne dura qu'exactement 24 heures. C'était un vendredi après-midi et j'étais en plein câblage du réseau électrique auxiliaire pour le véhicule d'expédition de ZAD lorsque mon chef d'atelier, Big Mike, s'approcha avec une expression sombre sur son visage barbu. Il ne dit pas un mot au début. Il s'essuya simplement les mains sur un chiffon et tendit son smartphone. « Vous devez regarder ça, patron, dit Mike, sa voix inhabituellement basse. Ça devient mauvais là-bas. » Je posai mes dénudeurs de fil et pris l'appareil. L'écran était ouvert sur un site de réseau professionnel. Tout en haut du fil d'actualité, avec des milliers de réactions et des centaines de partages, se trouvait un manifeste massif, soigneusement rédigé par Jess. Le titre seul me noua l'estomac comme un morceau de fer froid. Le vrai coup de la cupidité, quand le sang se transforme en glace. Je commençai à lire et, à chaque phrase, l'audace pure et non dissimulée de ces mensonges me coupa le souffle. Jess n'avait pas seulement étalé notre linge sale. Il avait entièrement réécrit la réalité. Il brossait un tableau déchirant d'un jeune entrepreneur dévoué et travailleur, lui-même, qui avait traversé des moments difficiles temporaires en raison de fluctuations inattendues et tragiques du marché. Il décrivait nos parents comme des figures âgées et aimantes qui faisaient face à la perspective terrifiante de perdre leur maison familiale de toute une vie juste pour soutenir son rêve. Et puis il introduisait le méchant de sa tragédie fictive, moi. Il écrivait sur son frère aîné, Ronan, un homme qui avait bâti un immense empire manufacturier de plusieurs millions de dollars, vivant une vie de luxe extrême et d'excès. Jess affirmait que lorsque la famille est venue me voir en pleurs, me suppliant pour une petite bouée de sauvetage temporaire afin de sauver leur maison et son honnête entreprise, j'avais cruellement ri au nez. Il me décrivait en train d'ordonner à mon équipe de sécurité de jeter physiquement notre mère en pleurs hors de la propriété. Il affirmait que je leur avais explicitement dit que j'espérais qu'ils finiraient sans abri parce que ce serait amusant à regarder.
Cela me brise le cœur de partager publiquement ce traumatisme familial douloureux, concluait le message de Jess. J'ai toujours cru que la famille était le filet de sécurité ultime. Je n'aurais jamais imaginé que mon propre frère choisirait sa cupidité écrasante et son ego massif plutôt que la compassion humaine la plus élémentaire. Nous nous noyons et il est assis dans son château, nous regardant couler. Si quelqu'un connaît des fonds d'urgence légaux ou des investisseurs providentiels prêts à aider une famille détruite par la trahison, veuillez nous contacter. Je rendis le téléphone à Mike. Ma mâchoire serrée à en avoir mal aux dents. C'était une leçon magistrale de manipulation. Jess savait exactement ce qu'il faisait. Il savait qu'Internet aimait les victimes et qu'il aimait encore plus démolir un méchant riche et sans cœur. Mais cela ne s'arrêta pas là. Le message de Jess n'était que le sang jeté dans les eaux infestées de requins. Les vrais dégâts étaient orchestrés par les « Flying Monkeys ». Ma tante Kiran, une femme qui ne m'avait pas parlé depuis une décennie, et dont le seul trait distinctif était sa toxicité et sa suffisance, s'était donné pour mission d'être la commandante de l'armée numérique de Jess. Elle partageait son message sur toutes les plateformes de médias sociaux, taguant mes comptes professionnels et dirigeant une foule d'étrangers indignés directement vers ma porte numérique. Mon téléphone commença à vibrer sans arrêt dans ma poche. J'entrai dans mon bureau et ouvris mon ordinateur portable. Les dégâts se propageaient comme un feu de forêt dans une forêt sèche. La chaîne YouTube d'Ironclad Overland, ma plus grande fierté, était sous un siège intense. Les sections de commentaires sur mes vidéos les plus récentes étaient inondées de vitriol. Des gens qui avaient loué mon savoir-faire la veille me traitaient maintenant de monstre, de sociopathe et de fraudeur. J'espère que ce camion coûteux pourra vous éloigner de votre conscience en décomposition, écrivait un utilisateur. Un autre lisait, désabonnement immédiat. Je ne soutiens pas les lâches avides qui jettent leur propre mère à la rue. Mes avis Google Business, qui avait maintenu une note parfaite de 5 étoiles pendant des années, chutaient de minute en minute alors que des centaines d'avis d'une étoile affluaient de personnes qui n'avaient même jamais mis les pieds en Pennsylvanie, et encore moins acheté un camion chez moi. Puis vinrent les vrais coûts financiers tangibles. Ma boîte de réception de courriel a sonné. C'était un message d'un important fournisseur d'acier avec lequel je travaillais depuis 3 ans. Il suspendait respectueusement notre ligne de crédit actuelle en raison de risques de réputation imprévus associés à mon compte. 1 heure plus tard, un représentant d'une entreprise de vêtements de plein air qui sponsorisait mes vidéos appela pour m'informer qu'il rompait immédiatement notre contrat, citant une clause de moralité. J'étais assis seul dans mon bureau, écoutant les machines lourdes fonctionner dans l'atelier. Je sentais un poids familier et suffocant presser ma poitrine. C'était exactement le même sentiment d'isolement profond que j'avais ressenti à 19 ans, debout sous la pluie glaciale avec mon certificat de fin d'études sans valeur. Il recommençait. Même de l'extérieur des portes en fer de ma forteresse, il trouvait un moyen de me dépouiller systématiquement de tout ce que j'avais saigné pour construire. Il voulait que je craque. Il voulait que je panique, que je réalise que ma réputation était en lambeaux, et que je prenne enfin le téléphone et que je leur vire les 500 000 $ juste pour que le cauchemar s'arrête. C'était une extorsion numérique enveloppée d'un voile mince et dégoûtant de drame familial. Je fixais l'écran lumineux, regardant les commentaires haineux se multiplier. Je ne sentais pas l'envie de pleurer. Je ne sentais pas l'envie de crier. La colère en moi avait brûlé si fort qu'elle avait dépassé la rage et s'était installée dans un calme glacé terrifiant. Ils avaient acculé le mauvais homme. Jess pensait jouer un jeu intelligent de relations publiques. Il avait oublié qu'il avait affaire à un mécanicien, et les mécaniciens savent exactement comment démonter une machine pièce par pièce jusqu'à ce qu'il ne reste plus que de la ferraille. Le lendemain matin, je n'ai pas enfilé mes vêtements de travail en toile habituels. J'ai fouillé au fond de mon petit placard et j'ai sorti le seul costume que je possédais. Un costume 2 pièces gris anthracite sombre et sur mesure que j'avais acheté pour une réunion client il y a 1 an et que je n'avais plus jamais porté. J'ai frotté mes mains avec du savon Ponce pendant 20 minutes, essayant en vain d'enlever la graisse profondément incrustée de mes jointures. Je devais sortir du garage et entrer dans leur monde. S'ils voulaient jouer un jeu d'entreprise destructeur à enjeux élevés, j'allais apporter une masse à leur échiquier. Je me suis rendu au centre-ville, laissant derrière moi le quartier industriel et pénétrant dans le cœur de la ville, fait de verre poli et d'acier. J'ai garé mon camion dans un garage souterrain impeccable et j'ai pris l'ascenseur jusqu'au 32e étage d'un immeuble commercial haut de gamme. Les portes en verre dépoli affichaient « Gideon & Associates, litige d'entreprise ». Je n'avais jamais rencontré Gideon personnellement, mais je connaissais sa réputation.
C'était un avocat commercial impitoyable et brillant, spécialisé dans le démantèlement des entreprises frauduleuses et l'extorsion d'entreprises. Ce n'était pas un avocat de famille. C'était un prédateur financier. Exactement le genre d'arme dont j'avais besoin. Sa secrétaire me fit entrer dans un immense bureau d'angle surplombant la ligne d'horizon de la ville. Gideon était assis derrière un vaste bureau en acajou. C'était un homme aux traits acérés d'une cinquantaine d'années, avec des yeux gris perçants et une attitude qui rayonnait d'intelligence calculée. Il ne sourit pas quand j'entrai. Il me fit simplement signe de m'asseoir dans le fauteuil en cuir en face de lui. J'ai examiné le dossier volumineux que vous avez envoyé via le portail crypté hier soir, Monsieur Valérian, commença Gideon, sa voix un baryton grave et rauque. J'ai lu les publications sur les réseaux sociaux, les avis commerciaux, les avis d'annulation de vos sponsors et les blocages de crédit des fournisseurs. Vous perdez du capital à un rythme significatif. J'en suis conscient, répondis-je froidement, me penchant en avant. Pouvons-nous arrêter l'hémorragie et pouvons-nous écraser la personne qui tient le couteau? Gideon se pencha en arrière, formant un toit avec ses doigts. Votre frère a commis une erreur d'amateur fatale dans son petit manifeste en ligne, expliqua-t-il. S'il s'était contenté de vous traiter de mauvais frère ou de personne cruelle, cela aurait été protégé sous le couvert de l'opinion. La loi permet aux gens d'être haineux. Cependant, Jess a franchi une ligne légale très distincte. Il a fait des affirmations spécifiques et prouvables sur vos pratiques commerciales. Il a affirmé que vous avez violemment agressé votre mère en utilisant une sécurité privée. Il a déclaré comme un fait que vous thésaurisez des richesses volées. Ce sont des faussetés tangibles qui ont entraîné des dommages financiers immédiats et mathématiquement calculables à votre entité commerciale. C'est la définition même de la diffamation et de la calomnie. J'acquiesçai, ressentant une sombre satisfaction. Alors nous le poursuivons en justice. Nous le détruisons. Nous le détruisons, corrigea Gideon, un très léger sourire dangereux effleurant les coins de sa bouche. Mais il y a un élément secondaire à cette affaire dont vous n'êtes pas conscient, Ronin. Un élément personnel. Je fronçai les sourcils, confus. Personnel pour qui? Pour moi, dit Gideon, laissant tomber ses mains sur le bureau. Il y a 15 ans, mon père possédait une petite usine de fabrication en difficulté dans le sud de la ville. Il a traversé une période difficile pendant une récession et a eu besoin d'une brève prolongation de son prêt commercial. Le cadre bancaire responsable de son portefeuille a refusé d'accorder la prolongation bien qu'il sache que cela entraînerait une faillite massive. Ce cadre a agressivement saisi la propriété, vendu les actifs de mon père pour une bouchée de pain à un ami promoteur et ruiné l'héritage de ma famille. Gideon fit une pause, ses yeux gris se fixant sur les miens avec une intensité intense et brûlante. Ce cadre bancaire était votre père, Valérian. J'ai attendu une décennie et demie une opportunité de rendre la pareille à sa lignée arrogante. Quand j'ai vu le nom Valérian attaché à cette demande, j'ai dégagé tout mon emploi du temps. Un lourd et profond silence emplit le luxueux bureau. L'univers avait vraiment un sens de l'humour tordu. Le passé toxique et impitoyable de mon père avait involontairement armé le missile même qui était sur le point d'anéantir son avenir. Nous sommes alignés, alors, dis-je doucement, tendant ma main rugueuse et calleuse à travers le bureau. Gideon la serra fermement, sa poignée étonnamment forte. Nous déposerons la plainte lundi matin. Nous poursuivrons Jess pour des dommages-intérêts punitifs massifs. Perte de revenus commerciaux et diffamation. Cependant, un procès prend des mois à se dérouler devant les tribunaux. Votre frère est en train de gagner activement le tribunal de l'opinion publique en ce moment. La foule d'Internet détruit votre marque aujourd'hui. Nous avons besoin d'un garrot plus rapide pour arrêter l'hémorragie avant même que le procès ne commence. Que suggérez-vous, demandai-je. Gideon tapota un stylo argenté contre son bloc-notes. Internet aime les victimes, Ronin. Mais vous savez ce qu'ils aiment encore plus? Un retournement de situation dévastateur. Ils adorent un démasquage juste. Jess a utilisé un mégaphone numérique pour peindre une fausse image. Vous avez une plateforme massive à vous. Vous avez plus de 2 millions de personnes qui attendent votre prochain mouvement. N'écrivez pas un triste message. N'engagez pas une agence de relations publiques pour publier des excuses aseptisées. Vous êtes un mécanicien. Montrez-leur exactement comment le moteur est cassé. Exposez la fraude avec des preuves physiques indéniables. Il fit glisser une petite clé USB cryptée sur le bureau en acajou.
Mon équipe d'enquête a extrait quelques dossiers publics préliminaires sur la start-up de Jason, basés sur vos soupçons d'escroquerie pyramidale. Les dépôts auprès de la SEC sont un désordre. La structure de l'entreprise est un jeu de coquilles. C'est un crime fédéral ambulant. Combinez cela avec toutes les preuves personnelles que vous avez et exécutez une frappe numérique. Je ramassai la petite clé métallique, sentant son poids dans ma paume. C'était comme tenir une grenade dégoupillée. Je savais exactement ce que je devais faire. Je remerciai Gideon, sorti de l'immeuble de verre immaculé et retourné à la saleté et à la crasse de mon entrepôt. Le temps de rester silencieux, de céder pour la paix, était définitivement terminé. Il était temps de montrer au monde l'exacte et sale vérité derrière les piliers blancs immaculés de la propriété Valirian. L'atelier était entièrement vide à mon retour. J'avais spécifiquement dit à l'équipe de prendre le week-end de congé avec plein salaire. J'avais besoin d'un silence absolu et ininterrompu pour ce que j'étais sur le point de faire. Je ne voulais pas du bruit ambiant des meuleuses et des soudeuses. Je voulais que mes mots résonnent dans un vide frappant et indéniable. J'installai une seule chaise au centre même de la baie principale. Derrière moi se tenait l'énorme et imposant véhicule d'expédition ZAD, son blindage noir mat luisant faiblement sous les dures lumières industrielles du plafond. C'était la manifestation physique de ma sueur, de mon habileté et de mon succès indéniable. J'ai monté une caméra haute définition sur un lourd trépied en acier, j'ai fixé un petit microphone au col de ma chemise de travail en toile tachée et je me suis assis. Je n'ai pas écrit de scénario. Je n'ai pas préparé de notes. J'ai simplement fixé l'objectif froid de la caméra et laissé une décennie d'injustice refoulée remonter à la surface. J'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement, la petite lumière rouge clignotant, s'animant dans l'atelier sombre. Je m'appelle Ronan Valirian, commençai-je, ma voix un grondement grave et régulier qui résonna légèrement dans le vaste espace. Je suis le fondateur et l'unique propriétaire d'Ironclad Overland. Au cours des 48 dernières heures, beaucoup d'entre vous ont lu un message viral écrit par mon jeune frère, Chess. Vous avez lu des histoires de ma supposée extrême cupidité, de ma cruauté envers mes parents âgés, et de mon refus absolu d'aider ma famille en difficulté. Je fis une pause, me penchant en avant, posant mes avant-bras sur mes genoux. Je ne fais pas cette vidéo pour demander votre pitié. Je ne fais pas cette vidéo pour m'excuser de choses que je n'ai pas faites. Je fais cette vidéo pour vous montrer les preuves, parce qu'à la différence de mon frère qui manie les mots à la mode creux de l'entreprise et la manipulation émotionnelle, je travaille avec la mécanique froide, dure et physique. Je travaille avec la réalité. Je plongeai la main dans ma poche et en sortis une pile de papiers imprimés. Les brandissant devant l'objectif, Jess a affirmé que je thésaurise la richesse familiale, dis-je doucement. Regardons l'histoire de cette richesse. Ce document est un relevé bancaire certifié d'il y a 10 ans. Il montre un compte d'épargne de garde que j'ai passé 3 ans à remplir en travaillant des doubles quarts dans un atelier de carrosserie, économisant 12 000 $ pour des outils d'école professionnelle. En dessous, vous verrez un retrait massif de 11 955 $, autorisé par mon père, Valirian. Cet argent a été pris sans mon consentement et directement remis à Jess pour financer sa première entreprise ratée. J'avais 18 ans. Ils ont volé mon avenir pour lui acheter un passe-temps. Je laissai le papier tomber sur le sol en béton. Jess a affirmé qu'ils étaient venus me supplier pour une petite bouée de sauvetage temporaire afin de sauver leur chère maison familiale, continuai-je, ma voix devenant plus froide. Éclaircissons exactement à quoi servait cette bouée de sauvetage. Je tendis la main vers le petit chariot de travail en acier à côté de moi et appuyai sur lecture sur un enregistreur audio numérique. Je tenais le microphone près du haut-parleur. L'atelier se remplit de la voix paniquée et tremblante de mon père lors de l'appel téléphonique d'il y a quelques nuits. La SEC renifle. Mais pire, les prêteurs privés exigent leur argent d'ici lundi. Il a falsifié les démos logiciels. Il fait face à des accusations fédérales. Ronin fraude électronique, détournement de fonds. Il ira en prison. J'arrêtai l'enregistrement, le silence retombant brutalement dans la pièce. Les 500 000 $ qu'ils m'ont désespérément supplié ne servaient pas à sauver une maison familiale, déclarai-je, fixant droit l'objectif, m'assurant que chaque spectateur ressentait le poids de la vérité. C'était de l'argent de rançon. C'était du capital de chantage pour calmer discrètement les prêteurs privés en colère parce que mon brillant frère prodige a géré une immense pyramide de Ponzi. Il a volé des millions de dollars à des investisseurs pour financer son style de vie luxueux. Et quand les murs ont commencé à se refermer, mon père a exigé que moi,
Le fils qu'il a publiquement renié et jeté à la rue il y a 5 mois, vide mes comptes bancaires pour maintenir son criminel préféré hors des menottes fédérales. Je me levai de la chaise, la caméra effectuant un léger panoramique pour me garder dans le cadre. Je m'approchai et posai ma main sur l'énorme pare-choc en acier du camion d'expédition. Il y a 5 mois, mon père s'est tenu dans son manoir et a qualifié ma carrière d'ordure. Il m'a explicitement rayé de son testament parce que j'ai choisi de travailler avec mes mains au lieu de porter un costume. Il m'a dit que j'étais inutile. Maintenant, parce que j'ai bâti cet empire à partir de la saleté dans laquelle ils m'ont laissé, je suis soudainement un fils à nouveau. Je regardais la caméra, mon expression sculptée dans la pierre. Je n'ai pas jeté ma mère en pleurs de ma propriété. J'ai simplement fermé ma porte de garage en acier et j'ai refusé d'être extorqué par une famille de fraudeurs. Si cela fait de moi un méchant aux yeux d'Internet, qu'il en soit ainsi. Mais je ne céderai pas mon travail acharné pour financer un criminel. Jess, je sais que tu regardes ça. Tu voulais l'attention du public. Maintenant tu l'as. Bonne chance pour expliquer ces dépôts de la SEC à tes investisseurs lundi matin. Je m'approchai et appuyai sur le bouton d'arrêt. Je n'ai pas monté les images. Je n'ai pas ajouté de musique de fond ou de transition sophistiquée. J'ai simplement téléchargé le fichier brut de 15 minutes directement sur ma chaîne YouTube, l'ai intitulé « Le prix de la vérité, réponse à Jess Valirian » et j'ai simultanément posté le lien en réponse directe au manifeste viral de Jess sur LinkedIn et Reddit. Puis j'ai fermé mon ordinateur portable, je me suis dirigé vers un bloc de transmission à moitié terminé et je me suis remis au travail. J'ai laissé la bombe numérique exploser d'elle-même. L'explosion fut catastrophique. En 3 heures, la vidéo avait dépassé le 1 million de vues. L'enregistrement audio de mon père admettant une fraude électronique fédérale agit comme de l'essence versée sur un incendie qui fait rage. La même foule d'Internet qui avait agressivement aiguisé ses fourches pour moi réalisa soudain qu'elle avait été manipulée par un escroc. Ils exécutèrent un violent demi-tour collectif. Les sections de commentaires de Jess se transformèrent en un abattoir numérique. Des journalistes financiers reprirent l'histoire, décortiquant les dépôts de la SEC que Gideon avait fournis. Le dimanche soir, Jess avait désespérément supprimé son message original, désactivé son profil LinkedIn et complètement disparu de tous les réseaux sociaux. Les sponsors qui m'avaient hâtivement abandonné envoyèrent des emails frénétiques et suppliants, implorant de rétablir nos contrats. Je les ignorais tous. J'avais réussi à arrêter l'hémorragie, mais la guerre n'était pas terminée. Le tribunal de l'opinion publique avait rendu son verdict rapide, mais Gideon et moi étions sur le point de les traîner devant un vrai tribunal. Nous allions rendre la ruine financière permanente. La salle d'audience civile n'avait rien des arènes dramatiques et bruyantes dépeintes dans les émissions de télévision. C'était une pièce stérile, fortement lambrissée, au 4e étage du palais de justice du comté, sentant légèrement le polish au citron et le papier éventé. Il n'y avait pas de halètement d'une galerie bondée, pas de témoins surprises surgissant des lourdes portes en chêne. Il n'y avait que le faible ronronnement de la climatisation, les lumières fluorescentes vives qui effaçaient toutes les couleurs de la pièce, et le poids lourd et suffocant d'une ruine imminente. J'étais assis à la table du plaignant, portant le même costume gris anthracite que j'avais porté au bureau de Gideon. J'étais parfaitement immobile, ma posture rigide, mes mains calleuses calmement jointes devant moi sur le bois poli. Gideon était assis à côté de moi, organisant ses épais dossiers juridiques avec la précision terrifiante et méthodique d'un assassin vérifiant ses armes avant une frappe. De l'autre côté de la large allée centrale, à la table de la défense, la famille Valirian s'effondrait physiquement sous mes yeux. Le contraste entre la famille confiante et arrogante qui m'avait banni 5 mois auparavant et les coquilles terrifiées et brisées assises là aujourd'hui était stupéfiant. Mon père, Valirian, avait l'air d'avoir vieilli de 20 ans. Son costume coûteux pendait lâchement sur une silhouette qui s'était rapidement flétrie sous un stress extrême. Son visage était profondément ridé, et il fixait d'un air absent le banc vide du juge. Ma mère, Ève, était assise à ses côtés, se tordant constamment les mains, les yeux cernés de sombres cercles violacés d'épuisement. Et puis il y avait Jess. Jess ne ressemblait plus à un brillant jeune loup. Il ressemblait à un rat acculé. Il transpirait abondamment, se déplaçant constamment sur sa lourde chaise en bois. Il avait engagé un avocat de la défense bon marché et dépassé qui semblait vouloir être n'importe où ailleurs sur Terre. L'exposition sur Internet avait déclenché une avalanche massive. Les prêteurs privés avaient officiellement retiré leurs fonds. La SEC avait officiellement ouvert une vaste enquête fédérale sur sa start-up. Il se noyait.
Et cette action en diffamation n'était que l'énorme et lourd encre le tirant vers l'abîme noir. Debout, beugla l'huissier et l'honorable juge Harrison prit place sur le haut banc. L'audience fut une masterclass de boucherie juridique. Gideon ne cria pas et ne fut pas théâtral. C'était un chirurgien. Dissectant calmement et systématiquement la vie de Jess pièce par pièce sanglante. Il présenta les publications virales sur les réseaux sociaux sur un grand écran pour que le tribunal puisse les lire. Il soumit une pile imposante de documents financiers certifiés prouvant la baisse massive et immédiate de mes revenus d'entreprise. Il soumit les emails d'annulation frénétique de mes principaux sponsors, liant directement leur départ au mensonge malveillant de Jess. La défense allègue la détresse émotionnelle et un appel égaré à l'aide familiale comme justification de ces déclarations diffamatoires, dit Gideon doucement, s'adressant au juge tout en marchant lentement. Mais votre honneur, on ne peut pas invoquer la détresse émotionnelle tout en orchestrant simultanément une campagne de dénigrement hautement calculée et largement diffusée, conçue explicitement pour extorquer du capital à une entité commerciale prospère. Le défendeur savait exactement ce qu'il faisait. Il a utilisé sa plateforme comme une arme pour détruire les moyens de subsistance de mon client afin de dissimuler ses propres crimes financiers massifs. L'avocat de Jess tenta d'objecter, essayant faiblement de soutenir que les dommages étaient spéculatifs. Gideon répliqua instantanément avec un rapport d'expertise comptable en béton, détaillant chaque dollar perdu, jusqu'au centime près. Je ne regardais pas Jess pendant les débats. Je gardais les yeux rivés devant moi, mais j'entendais sa respiration rapide et paniquée de l'autre côté de l'allée. J'entendais le grattement désespéré de son stylo sur un bloc-notes. À un moment donné, les mains de Jess tremblaient si violemment qu'il laissa tomber son lourd et coûteux stylo Montblanc. Il claqua bruyamment sur le parquet et roula sous son bureau. Il le fixa, paralysé, entièrement dépourvu de la dignité ou de la force physique de se pencher pour le récupérer. Il resta assis là, un homme brisé, entouré des débris de son propre ego monumental. Après 3 heures épuisantes de preuves accablantes et indéniables, le juge Harrison en avait assez. Il regarda la table de la défense avec une expression de profond dégoût. Monsieur Valérian, le juge s'adressa directement à Jess, sa voix résonnant dans la pièce silencieuse. Le tribunal estime que vos actions sont non seulement légalement diffamatoires, mais moralement répréhensibles. Vous vous êtes engagé dans une campagne d'extorsion malveillante et calculée contre votre propre frère, causant des dommages quantifiables importants à une entreprise légitime. Le juge ajusta ses lunettes, regardant la dernière page de sa décision. Le tribunal statue entièrement en faveur du plaignant. J'ordonne au défendeur de payer des dommages-intérêts punitifs et compensatoires d'un montant de 1 500 000 $. Un halètement collectif aigu résonna de la table de la défense. Ma mère se couvrit le visage de ses mains, un sanglot étouffé s'échappant de ses lèvres. Mon père s'affaissa lourdement sur sa chaise, fixant le sol comme si une trappe venait de s'ouvrir sous lui. 1 500 000 $. C'était une condamnation à mort financière. De plus, continua le juge Harrison, sa voix se durcissant, j'ai examiné les dépôts auprès de la SEC et l'enregistrement audio soumis comme preuve dans cette affaire civile. Bien que cette cour n'ait pas de juridiction pénale, je trouve les preuves de fraude financière systémique très crédibles. Je transmets officiellement l'ensemble du dossier de cette affaire, y compris toutes les découvertes financières, directement au bureau du procureur fédéral pour examen immédiat. C'était le coup fatal. La décision en matière de diffamation leur a pris leur argent. La saisine fédérale allait prendre la liberté de Jess. L'audience est levée. Alors que le juge se levait et quittait le banc, le chaos éclata silencieusement à la table de la défense. Jess posa sa tête sur le bois, ses épaules se soulevant de sanglots silencieux et terrifiants. Gideon ferma calmement sa mallette en cuir, se tourna vers moi et fit un lent signe de tête satisfait. Nous n'avions pas seulement gagné. Nous les avions complètement anéantis. Je me levai, boutonnai ma veste de costume et sortis de la salle d'audience sans me retourner. Mais je savais avec une certitude absolue que les fantômes allaient me suivre jusqu'au parking pour une dernière tentative désespérée de survie. Le soleil de l'après-midi était d'une clarté aveuglante lorsque je poussai les lourdes portes vitrées du palais de justice et montai les larges marches en béton. La chaleur oppressante de la ville semblait propre et purifiante après l'air stérile et suffocant de la salle d'audience. Je marchai lentement vers le vaste parking, mes lourdes bottes résonnant rythmiquement sur le pavé. J'étais épuisé, vidé jusqu'à l'os, mais je ressentais une profonde et incroyable légèreté dans ma poitrine. L'encre lourde de la recherche de l'approbation de ma famille avait enfin été définitivement coupée.
Je pénétrai dans la structure de parking sombre et résonnante. Mon véhicule était garé dans un coin isolé au 2e niveau. Ce n'était pas mon camion de tous les jours rouillé. J'avais amené l'énorme engin d'expédition ZAD, noir mat. Je devais de toute façon tester la nouvelle géométrie de suspension sur l'autoroute, et amener la forteresse roulante au palais de justice semblait être une déclaration psychologique appropriée. Alors que j'approchais de l'imposante machine blindée, je le vis attendre dans l'ombre. Valérian. Il se tenait près du pneu avant massif, l'air incroyablement petit et fragile contre l'acier noir imposant du camion. Il avait réussi à se glisser hors du palais de justice avant moi. Sa cravate coûteuse était dénouée, son col déboutonné. Le dirigeant bancaire arrogant avait complètement disparu. À sa place se trouvait juste un vieil homme brisé et désespéré, regardant dans l'abîme absolu de la ruine. Ronin, enrouait-il, sa voix se brisant douloureusement dans le garage silencieux. S'il te plaît, attends. Je m'arrêtai à quelques pas, m'appuyant nonchalamment contre le pare-choc en acier renforcé de l'engin. Je croisai les bras sur ma poitrine et le fixai. Je ne ressentais plus de colère. Je ne ressentais plus le désir ardent de vengeance. En le regardant maintenant, je ne ressentais qu'un vide froid et clinique. Tu devrais être avec ton petit prince, Valérian, dis-je doucement. Il va avoir besoin d'un bon avocat pénaliste. Ça coûte environ $1000 de l'heure. Mon père déglutit difficilement, faisant un pas tremblant en avant. Il leva les mains en signe de reddition totale. Ronin, nous sommes détruits. Le jugement, 1,5 million. Nous ne l'avons pas. La propriété est déjà lourdement hypothéquée pour couvrir les pertes que Jess nous a cachées. Si nous ne pouvons pas payer le jugement civil, ils saisiront la maison. Ils saisiront tout. Il leva les yeux vers moi, ses yeux grands ouverts et complètement dépouillés de fierté, ainsi que de la saisine fédérale. Jess ne survivra pas à la prison. Tu sais qu'il ne le fera pas. Il est fragile. Il est faible. Il mourra là-bas. Ça ressemble à un problème personnel, répondis-je, ma voix complètement dépourvue de sympathie. Je vous en supplie, sanglota Valérian, de véritables larmes coulant sur ses joues ridées. Je n'ai jamais supplié un homme de ma vie, mais je supplie mon fils. Pardonne le jugement. Abandonne la procédure de recouvrement. Prête-nous l'argent pour engager les avocats afin de le maintenir hors de la garde fédérale. Tu as des millions, Ronin. Tu possèdes cette incroyable entreprise. Tu as construit cette magnifique machine. Tu m'as prouvé que j'avais tort. Tu as gagné. Je l'admets. J'étais un imbécile. S'il te plaît, fais preuve de miséricorde. C'était l'excuse que j'avais violemment désirée pendant une décennie, la validation absolue de ma valeur, prononcée par l'homme qui m'avait tourmenté. Mais l'entendre maintenant, résonnant dans un garage sale, cela ne signifiait absolument rien. Elle n'était pas née de l'amour ou d'un véritable regret. Elle était entièrement née de la terreur pure. Je décroisai les bras et fis un pas envers lui. Il sursauta instinctivement, reculant contre le pilier en béton. Tu m'as dit que j'étais des ordures, dis-je, ma voix tombant à un murmure grave et grondant qui portait un poids immense. Tu m'as dit que mes mains étaient sales. Tu m'as regardé dans les yeux devant toute la famille, et tu as fièrement effacé mon nom du testament familial. Te souviens-tu de cela? Oui, murmura-t-il, fermant les yeux de honte. Alors tu n'as absolument aucun droit de me demander quoi que ce soit, déclarai-je, portant le coup fatal avec une froide précision. Tu as légalement et émotionnellement rompu nos liens. Je ne suis pas ton fils. Je suis juste un étranger riche que tu as essayé d'extorquer. Entre nous, il n'y a pas de sang. Il n'y a qu'une ordonnance du tribunal. Je plongeai la main dans ma poche, sortis la lourde clé électronique et appuyai sur le bouton de déverrouillage. L'énorme engin d'expédition émit un bip sonore, les lourdes lumières LED clignotant, illuminant le garage sombre comme une force de frappe militaire. Ne me contacte plus, dis-je, lui tournant le dos. Si tu le fais, je demanderai à Gideon de déposer une ordonnance de restriction. Rentre chez toi, Valérian. Va faire tes cartons avant que la banque ne prenne la maison. Je montai dans la cabine haute du camion, la lourde porte blindée se refermant derrière moi avec un bruit sourd et impénétrable, me scellant à l'intérieur de ma forteresse. Je mis en marche l'énorme moteur diesel. Le rugissement des machines était assourdissant, couvrant entièrement les sons pathétiques de mon père qui pleurait dans l'ombre.
J'enclenchai la vitesse du camion massif et sortis à la lumière aveuglante du soleil, laissant les ruines de l'Empire valyrien dans mon rétroviseur. 6 mois passèrent. Un semestre peut sembler un moment fugace lorsque l'on bâtit un empire, mais une éternité brutale lorsque l'on est piégé dans une cage qui s'effondre. J'étais assis dans mon bureau nouvellement aménagé chez Ironclad Overland. Les cloisons sèches étaient peintes. Les plans massifs étaient encadrés au mur. Et l'odeur du café frais avait finalement supplanté celle du béton humide. À travers la fenêtre insonorisée, je pouvais observer mon équipe de 15 hommes assemblés avec expertise une flotte de camions personnalisés pour une importante division forestière. L'entreprise n'avait pas seulement survécu à l'attaque en ligne. Elle avait explosé. La vidéo virale exposant la fraude de Jess avait agi comme la plus grande campagne de marketing que j'aurais pu souhaiter. Les gens respectaient profondément l'honnêteté brute et sans filtre. Ils voulaient acheter des machines construites par un homme qui refusait d'être brisé. La famille Valyrien, cependant, avait connu un destin très différent. Gideon me tenait informé des retombées légales, par pure courtoisie professionnelle. Jess avait officiellement plaidé coupable à 2 chefs d'accusation de fraude électronique fédérale pour éviter un long et humiliant procès public. Le juge, entièrement insensible à ses excuses en larmes, l'avait condamné à 7 ans dans un établissement correctionnel fédéral. L'enfant prodige échangeait actuellement ses costumes italiens sur mesure contre une combinaison orange trop grande. À cause du jugement civil massif que j'avais contre eux, et du cratère financier dévastateur que Jess avait secrètement creusé, les finances de mes parents s'effondrèrent complètement. La banque saisit agressivement la propriété de Banlieue Immaculée. Les énormes piliers blancs, les haies parfaitement taillés, la grande cheminée en marbre où j'avais été publiquement rabaissé. Tout fut saisi et vendu aux enchères aux plus offrants pour satisfaire leurs créanciers. Mes parents furent contraints de déménager dans un petit appartement exigu de 2 chambres dans une triste banlieue ouvrière. L'ironie la plus écrasante. Je sirotais mon café, examinant un ordre d'achat massif d'acier balistique épais lorsque mon chef d'équipe Mike frappa à la porte vitrée et entra. Il jeta une simple enveloppe blanche sur mon bureau. « C'est arrivé par courrier ordinaire, patron, » dit Mike, croisant ses bras lourds. « Pas d'adresse de retour, mais il y a le cachet de la ville. » Je fixai l'enveloppe. Je reconnus instantanément l'écriture soignée et précise sur le devant. Elle venait d'Ève, ma mère. J'attendis que Mike quitte le bureau, refermant la porte derrière lui. Je ramassai lentement l'enveloppe, ressentant une étrange sensation de vide dans ma poitrine. Je glissai un lourd couteau en acier sous le rabat et en sortis une seule feuille de papier lignée. « Ronin, je t'écris ceci parce que ton père refuse de prononcer ton nom, et je n'ai aucun autre moyen de te joindre. Jess a été transféré à l'établissement fédéral de l'Ohio hier. Il est terrifié. Il pleure au téléphone chaque fois qu'il appelle. Nous avons perdu la maison. Nous avons perdu tous nos amis dans la communauté. Nous vivons dans un petit endroit terrible qui sent la vieille huile de cuisson. Je ne sais pas comment nous survivrons à l'hiver ici. Je sais que nous avons fait de terribles erreurs. Je sais que ton père a été cruel, mais je ne peux toujours pas comprendre comment tu as pu être si totalement impitoyable. Tu avais le pouvoir d'arrêter tout cela. Tu aurais pu sauver ton frère. Tu aurais pu sauver notre maison. Au lieu de cela, tu as choisi de nous détruire pour prouver un point. J'espère que ton immense entrepôt et tes camions métalliques te tiendront chaud la nuit car tu as complètement perdu ta famille. Tu es un homme froid et impitoyable, Ronin. Que Dieu te pardonne car je ne le peux pas. Je me rassis dans mon fauteuil en cuir, relisant la lettre une 2e fois. Je ne ressentis pas une soudaine poussée de culpabilité. Je ne ressentis pas une lourde piqûre de regret ou un désir soudain de me précipiter à leur secours. Je me sentis juste incroyablement, profondément fatigué de leurs interminables et suffocantes illusions. Même maintenant, assis dans les ruines absolues de leurs propres actions, elle essayait encore désespérément de me dépeindre comme le méchant. Elle exigeait encore que le bouc émissaire saigne pour que l'enfant prodige puisse vivre confortablement. Elle ignorait complètement les décennies d'abus émotionnels, les fonds universitaires volés, l'expulsion brutale et l'extorsion malveillante en ligne. Pour elle, mon seul crime était de refuser enfin d'être leur victime. Je ramassai le lourd briquet en acier que je gardais sur mon bureau pour sceller les gaines thermorétractables. J'actionnai la molette, la flamme orange vive jaillissant. Je tins le coin de la lettre au feu. Je regardai calmement le papier se recroqueviller, brunir et prendre rapidement feu. Je laissai tomber la lettre en feu dans la lourde poubelle métallique à côté de mon bureau.
En regardant les mots se transformer en cendres grises et fragiles, je réalisais alors que se protéger des personnes toxiques ne sera jamais beau aux yeux du monde extérieur. Lorsque vous tracez enfin une frontière d'acier infranchissable contre des personnes qui ont passé leur vie à vous marcher dessus, elles vous accuseront toujours de construire une cage. Elles vous traiteront d'impitoyable. Elles vous traiteront de froid. Mais ce n'est que le bruit furieux des manipulateurs qui perdent leur jouet préféré. Je me levai de mon bureau et sortis sur le sol bruyant et chaotique de l'atelier. L'odeur lourde du métal meulé et du flux de soudure chaud emplit mes poumons. Je m'approchai de Big Mike, pris une lourde clé et me glissai sous le châssis d'une nouvelle construction. C'était ma maison. C'était ma famille. Je l'avais construite de mes propres mains tachées de graisse, et personne ne me l'enlèverait plus jamais. Beaucoup de gens disent que je suis sans cœur de ne pas avoir sauvé mon jeune frère quand il est allé en prison. Si vous aviez 4 millions de dollars, en prendriez-vous 500 000 pour sauver ceux qui vous ont autrefois traités comme des ordures? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Merci d'avoir écouté mon histoire.